Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 19 février. Il semble qu'à Dakar, toutes les digues aient cédé concernant la tenue de notre espace public vital. La capitale développe donc beaucoup de symptômes. Voici la colonne vertébrale du journal. Il est de notoriété publique que l'on s'installe un peu n'importe comment dans l'agglomération dakaroise. Les places d'affaires sont aménagées à tous les coins de rue sans la moindre rationalité. Avec les grands travaux en vue, le BRT et autres, les occupants irréguliers sont priés d'aller voir ailleurs. Les impactés du train express régional demeurent toujours affligés par les modalités d'indemnisation opérées par l'État du Sénégal. Très peu satisfait, le collectif des ayants droit s'est plaint bruyamment auprès des bailleurs de fonds qui se trouvent présentement en mission dans le pays. Le député allemand Karamba Diaby, d'origine sénégalaise, est revenu au Bercail dans le cadre d'une mission officielle arrivée à Dakar pour ouvrir une plateforme de coopération judiciaire avec le Sénégal. Le futur stade olympique de Diamniadio verra sa première brique posée demain jeudi. Il est présenté comme une infrastructure répondant aux standards les plus récents et s'inspire en même temps des nids d'oiseaux russes où se sont joués les derniers matchs donc du dernier mondial de football. Le développement de tous ces titres dans un instant. Maître Ousmane Ngom sort de sa réserve interrogé cet après-midi par Alassane Samba Diop et Babacar Ndao Faye. L'ancien ministre de l'Intérieur reparle notamment de l'arrêté éponyme qui délimite les périmètres autorisés pour les manifestations, sit-in et autres. Il défend toujours et avec la même verve le bien fondé de cette mesure. On va l'écouter. En termes clairs, au contraire, je pense que cet arrêté-là permet de protéger le cœur de l'État. D'abord, toutes les institutions qui sont au centre-ville, la présidence, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, enfin, toutes les institutions de la République. Je parle également de cordon sanitaire avec tous les grands hôpitaux qui sont au centre-ville. Mais surtout le cœur économique et financier. Plus de 12 établissements financiers dont les banques centrales sont au centre-ville. Alors, imaginez que parce que simplement on veut laisser les gens exercer une liberté, qu'il y ait un dérapage et que donc tout cela soit saccagé. C'est le pays en entier qui est paralysé, c'est le pays en entier qui va subir un choc dont personne ne se relèvera. C'est vous dire tout simplement qu'il faut tenir compte souvent des impératifs catégoriques dont je parlais, la sécurité publique et liberté publique. Alors, et je vais en terminer là, c'est pourquoi je pense que le moment est venu d'en arriver à notre pays à un débat national sur liberté publique et sécurité publique, sur l'ordre public et les troubles à l'ordre public, pour que tout le monde prenne conscience que la liberté ne peut pas... La sécurité, toujours avec la sidération et l'incrédulité, c'est le ressenti des commerçants qui furent établis le long du canal 4 de la Gueule-Tapée. Le site a été désencombré et dégagé. Les places d'affaires et des voleurs ont même sauté sur l'occasion pour nettoyer ce qui pouvait l'être. On va suivre le reportage de Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall. Canal 4, plus que les vestiges des cantines qui occupaient les lieux. Dans la nuit, les autorités ont procédé à une opération de déguerpissement. Les commerçants,
même s'ils avaient été prévenus 2 jours auparavant, apprécient moyennement. Quand nous sommes arrivés ce matin, nous n'avons rien trouvé. Ni nos cantines, ni nos marchandises. Nous avons tout perdu. Il n'y a que des pères de famille, des pourvoyeurs. Nous ne sommes pas des voleurs. On travaille honnêtement et on ne dérange personne. Comme vous le voyez, les gens circulent sans problème. Ni la circulation, ni la chaussée ne sont bloquées. C'est incompréhensible. On nous ôte notre gagne-pain, alors qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Même si l'on nous propose des emplois, nous n'en voulons pas, car c'est impossible de subvenir aux besoins d'une famille avec 50 ou 60 000 qu'on nous laisse avec nos commerces. Ces déguerpissements ne sont bons ni pour les commerçants, ni pour les mécaniciens. Livres, fournitures, habits ou encore nourriture, ce côté du canal était un vrai marché pour nombre d'étudiants. C'est ici que tous les étudiantes ici, je dirais pas seulement les étudiantes, mais les étudiants aussi, tous leurs besoins étaient ici. Parce que c'est ici qu'on mangeait, on achetait nos habits. Il y avait des tailleurs qui étaient ici aussi, c'est là-bas qu'on cousait nos habits et tout ça. Vraiment, c'est une situation très déplorable. Certains riverains sont inquiets. Le nouveau visage du cadre ne les rassure pas quant à leur sécurité. Avec ce déguerpissement, il y aura encore plus d'agressions ici. Notre présence permettait d'éviter des agressions. En plus, il y a une ségrégation, car les menuisiers de l'autre côté du canal n'ont pas été déguerpis. De l'autre côté du canal, les menuisiers continuent leur activité sans inquiétude. Selon certains, le déguerpissement des commerçants est du ressort de la mairie du Point E. De ce côté du canal, l'occupation est régulée par la mairie de Fas. Celle-ci perçoit une redevance de la bourse des occupants. L'attrait des semblables, on va l'appeler ainsi, le marché improvisé au rond-point de Liberté 6 sera également démantelé. Le préfet de Dakar a laissé entendre que toutes les cantines qui s'y trouvent seront rasées au plus tard ce vendredi pour faire place nette au BRT. Sur place, après avoir pris connaissance de la décision, les commerçants ont eu la sensation que le ciel leur tombait sur la tête. Un de leurs interprètes est ici estomaqué. Il a répondu aux questions de Kessendo. On ne dit pas qu'on ne va pas quitter, mais on demande des conditions pour quitter. Parmi ces conditions-là, on demande un site de recasement et de compléter les gens qu'on devait dédommager ici dans le marché. Ces gens-là, ça reste au moins 50% ou même 60% n'ont pas reçu leur argent. Ceux qui ont reçu, ils ont reçu que 260 000, 250 000. Ça, 150 000, même il y en a des gens même qui ont reçu 150 000, 50 000. Comme ici, ça fait partie du mairie de Grand Yoff, de la mairie de Grand Yoff du moins, nous on a essayé d'aller là-bas et parler avec l'adjoint maire. Voilà, il nous a promis de nous donner un marché là-bas, voilà, le marché qui est là-bas en haut. Maintenant, il a dit que si le projet est prêt à construire ça, il peut faire ça. Il peut aller là-bas et discuter avec lui. Comme ça, on va trouver consensus. Il va construire là-bas des cantines pour les gens qui sont ici. Maintenant, pour cela, on est allé là-bas hier, on les a informés. Maintenant, ils n'ont qu'à aller là-bas et discuter avec le maire pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Sinon, on lui demande de repousser un tout petit peu la date. C'est à croire que le ressentiment est un peu partout. Le collectif des impactés du TER a aussi repris la parole à l'issue de 48 heures de délibération visant à préparer une audience avec des responsables de la BAD, de la BID et de l'AFD qui sont les principaux bailleurs de fonds du train express régional. Il ne vous aura pas échappé que le dit collectif a déjà déposé plainte contre l'État du Sénégal auprès de ses mêmes partenaires techniques et financiers. 1500 impactés se sentent aujourd'hui totalement lésés. Omar Khan et Bachir Sow nous en parlent. Après plusieurs mois d'alerte, ils ont décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal, plainte auprès des bailleurs que sont la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque islamique de développement. Nous avons porté plainte contre l'État du Sénégal
auprès des mécanismes indépendants des bailleurs. Tout simplement, c'est une plainte non judiciaire. On veut pousser l'État à s'asseoir autour d'une table et négocier avec les impactés du terre qui se sentent très lésés dans ce projet. C'était depuis le mois de juin, c'était un processus. C'était depuis le mois de juin 2019. Hein? Et maintenant, 9 mois après, l'éligibilité est là et on va vers la conciliation. Les médiateurs désignés par l'AFT et la BAD sont déjà sur place. L'équipe est là et cet après-midi, à 15h, on va les recevoir. Une rencontre au cours de laquelle il compte exposer aux bailleurs du train express régional les 1001 problèmes, des 1500 impactés, des problèmes liés pour la plupart à l'indemnisation. Les indemnisations n'ont pas été bien faites. Ensuite, les commerçants qui étaient sur les mêmes endroits aussi, jusqu'à présent, il y a N qui n'ont pas encore reçu leur indemnisation. S'y ajoutent aussi les brocanteurs qui étaient implantés au niveau de Koloban. Aucune entreprise qui s'était implantée sur cette trajectoire-là n'a encore touché ces indemnités. Ça, c'est extrêmement grave. Le collectif des impactés du TER a fait face à la presse après 2 jours de conclave, des échanges dans la perspective des négociations avec les bailleurs. Ailleurs, les planètes sont parfaitement alignées et les bonnes nouvelles tombent. Les travailleurs des collectivités territoriales qui ont déjà été auditionnés seront intégrés dans la fonction publique locale avant fin mars. Il s'agit là d'un engagement pris par le ministre de tutelle. Une rencontre spéciale s'est tenue dans ce sens à Sédhiou. Omar Gueye a ainsi demandé aux exécutifs locaux de prendre toutes les dispositions nécessaires. On va l'écouter au micro de Ousmane Demba. L'objectif était de faire en sorte qu'il y ait une bonne compréhension de la part des exécutifs locaux de cette fonction publique locale qui a fait l'objet d'une loi qui a été votée en 2011. Après avoir signé le dernier décret portant organigramme type le 8 janvier 2020, d'aller au niveau de la base, au niveau des régions, pour faire en sorte que ceux qui ont en charge cette application de cette loi et des décrets, les 23 décrets, puissent comprendre le sens de la fonction publique locale, l'importance de la fonction publique locale, de manière à faire en sorte que les travailleurs qui ont fait l'objet d'un audit biométrique, que ces travailleurs-là soient intégrés dans la fonction publique locale. C'est la fin du mois de mars que tous les exécutifs locaux, les maires et les présidents de conseil départemental vont prendre les actes nécessaires d'intégration de leurs travailleurs qui ont été audités dans la fonction publique locale. Il n'y a pas d'inquiétude dans la phase transitoire qui consiste à intégrer tous ceux qui ont eu à faire l'objet d'audit. Cela, c'est derrière nous. Nous savons qu'il y a à peu près 11 000 au niveau national et 9 000 qui ont été retenus. Elle n'est pas l'arbitre des élégances, mais la section du coude s'est indignée des accusations portées dans l'ouvrage de notre confrère Pape Alignan, intitulé « Scandale au cœur de la République », le dossier du coude. Plus de détails dans cet extrait sonore avec Sakoufal qui répondait aux questions de Bintaba. On veut dire aux Sénégalais que cela cesse et ça arrête. On ne saurait accepter à partir de maintenant, qu'une personne se lève un bon jour et vraiment dire du n'importe quoi, dire ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas sur le travailleur honnête du coude. Il y a un livre qui vient de sortir, un livre qu'on a intitulé « Scandale au cœur de la République ». Alors, ce ne serait-ce que ce livre-là, moi, en tant qu'intellectuel, après lecture, moi, je me suis dit que l'auteur de ce livre a refusé de faire des efforts intellectuels. Et on ne se limite pas à lui seul, hein. Il y a d'autres. L'Allemagne est un grand pays d'écrivains et le ministre adjoint de la Justice et des élus
germanique effectue une visite de travail au Sénégal. Il cherche notamment à consolider la coopération dans le domaine de la justice en particulier. La curiosité dans cette délégation en est le député Karamba Diaby, originaire du Sénégal et premier afro-descendant à siéger au Bundestag. L'Allemagne, grand pays de grands penseurs, a produit également Adolf Hitler. C'est un paradoxe. Voici le sujet de Pape Ibrahima Ndiaye et Bachir Sow. Bon, disons, moi, mon itinéraire politique a commencé déjà au lycée Gaston Berger de Kaolack, où j'étais un des représentants des élèves. Il est un député allemand, mais lorsqu'il parle du Sénégal, Karamba Diaby ne cache pas l'amour qu'il a pour son pays d'origine. Je suis très fier d'être sénégalais et je suis très reconnaissant au Sénégal, ma famille qui m'a tout donné. Et quand j'arrive à l'aéroport, donc j'ai un sentiment vraiment de fierté d'être originaire d'un tel pays comme le Sénégal. De l'amour, ce fils de Mar Sarsoum, en Casamance, né le 27 novembre 1961, en a aussi pour l'Allemagne, un pays qu'il a accueilli les bras ouverts. J'ai un soutien extraordinaire au niveau de la société allemande. Dans ma circonscription électorale où je suis élu 2009 la première fois comme conseil municipal, 2013 pour la première fois au Parlement et réélu en 2017. Être de couleur noire et devenir député en Europe, c'est comme soulever des montagnes face à la montée du populisme et de l'extrême droite, reconnaît le député allemand. Des menaces de mort, des agressions verbales, il en reçoit régulièrement, mais face à l'intimidation, Karamba Diaby oppose le courage. Non, vous savez, les personnes qui ont des idées nocives, agressives, leur but c'est d'intimider les personnes qui s'engagent pour la société. Et donc moi, je ne me laisse pas intimider. Karamba Diaby reste droit dans ses bottes et fait confiance à la justice allemande. Quand on mène un débat politique, il faut savoir qu'on n'a pas toujours des amis. Commenter l'actualité politique ou économique de son pays d'origine, le député allemand l'évite au maximum. Sa posture ne lui permet pas, nous dit-il avec le sourire. Karamba Diaby se contente de participer à la consolidation de la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Donc vous me poussez à parler des problèmes sénégalais. J'insiste encore sur les politiciens allemands. Heureux les doux et les humbles de cœur, ce sont les textes religieux pour évoquer justement le 140e appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. C'est pour bientôt les 24 et 25 mars prochains. Un CRD préparatoire s'est tenu ce jour au fin d'anticiper les problématiques de la sécurité, de la mobilité et de l'assainissement, entre autres points clés. Donc, le gouverneur de Dakar et le président du groupement central des Layènes ont conduit les travaux de ce matin. Et Bintaba. Pour le 140e anniversaire de Seydina Limamoulaye, le comité d'organisation a organisé une rencontre avec le gouverneur pour que l'événement se déroule dans d'excellentes conditions. Pour préparer le 140e appel, en fait l'anniversaire le 140e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye, alors qui est un grand rendez-vous religieux. Je crois que c'est l'un des plus grands événements religieux et en conformité avec les instructions des autorités supérieures, nous avons voulu accompagner le comité d'organisation pour que l'événement puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Et par rapport à cela, nous avons passé en revue l'ensemble des sollicitations exprimées par le comité d'organisation. Des réponses positives ont été apportées par rapport aux différentes requêtes. Nous avons proposé l'ouverture carrément de la VDN venant vers Malika, car comme tout le monde le sait actuellement, cette VDN-là constitue un point de règlement extrêmement important pour les pèlerins venant d'abord de Malika et Kermassar, mais également accessoirement de Bargny, Rufisque, de Saint-Louis également et de Mboro. Donc il est important pour nous d'assurer cette ouverture de voie-là. D'autre part également, il est important par rapport à la fin de la cérémonie de Cambérène et au repli vers Yoff, d'aménager valablement un parking, en l'occurrence un parking sous le pont de Diamalaye, également un parking au niveau du terrain Diamono, pour assurer une mobilité. L'autre point constitue le problème de l'assainissement, principalement au niveau de l'avenue Séna Issa Rouhoulaye,
juste en face du domicile de l'imam Ratib. Ce point-là est extrêmement important. Une solution pour une mobilité fluide a été élaborée. Une commission dirigée par le préfet du département de Dakar, en relation avec l'AGEROUTE, les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la police. Donc cette commission va travailler à améliorer la circulation dans l'axe en question pour que l'on puisse éviter ces embouteillages. Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme, tel est le thème de cette année. La pureté du cœur et l'asepsie de la cité vont nécessairement de pair. Le Cleaning Day fait en tout cas tache d'huile dans un collège d'enseignement comme le Sacré-Cœur à Dakar, où les élèves sont très tôt formatés pour prendre conscience de l'hygiène et de la propreté. L'initiative relève du club environnement de l'établissement Mortala Anne et Souleymane Baig. Élèves, professeurs, membres de l'administration, tous se sont investis dans l'opération. Le collège Sacré-Cœur a insisté à organiser le Set Setal pour sensibiliser les élèves du point de côté environnement, que l'on se comporte correctement dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos quartiers. Les activités d'aujourd'hui consistent en une journée d'investissement parce qu'on a tout simplement constaté qu'au niveau des Sacré-Cœur, le volet environnement, jusque-là, reste à être, comment dirais-je, maîtrisé et les élèves ne sont pas encore sensibilisés par rapport à ces questions environnementales-là. Du côté de l'administration, ceci est une motivation pour les élèves, leur apprendre à être conscients des questions de l'environnement. Cette activité s'inscrit en droite ligne dans la politique du chef de l'État qui nous invite à vraiment à rendre notre ville propre. Nous aussi, nous nous invitons à rendre notre collège propre. Discipliné et respectueux de mon environnement, je travaille avec sérieux, courage et confiance pour réussir. Nous donc, cette journée nous invite à rendre notre cadre plus beau afin de permettre aux élèves de baigner dans un environnement sain. Les élèves, eux, se sont déjà engagés dans le Set Setal avec leurs camarades venus de la France. Pour faire le Set Setal, rendre notre école propre, le transformer en environnement sain pour tout le monde. Dans la vie, les gens polluent. Mais ça, c'est mal. Parce que si on pollue, d'ici 10 ans, 20 ans, la terre ressemblera à une dépotoir. Personne ne pourra y vivre. Personne. Les élèves du collège Sacré-Cœur se mettent dans le bain du Cleaning Day. Ainsi, ils suggèrent à leurs camarades de s'engager pour un environnement sain. L'information hors les murs en deux petits mots. Après la Somalie, l'Éthiopie, les criquets ont envahi aujourd'hui le Soudan du Sud. Les insectes granivores sont à la recherche de nourriture, voulant vivre comme tout le monde. Ils constituent une grande menace pour les cultures dans un pays exsangue confronté aussi bien à la guerre qu'aux famines. C'est un homme ultra riche en milliards qui se jette dans le bain des primaires démocrates aux États-Unis. Il s'agit de Michael Bloomberg qui se lance sur le tard et participe au débat télévisé de ce soir en affrontant les autres candidats. On l'accuse même d'avoir acheté sa place dans cette course à la présidentielle. Le Paris Saint-Germain a ri jaune hier face aux Allemands de Dortmund avec une prestation remarquable, celle du jeune prodige norvégien Haaland, 19 ans, auteur d'un doublé en huitième de finale face au Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye, qui n'a plus la même lucidité qu'en début de saison. Le sport, le football, d'ailleurs, ça n'est plus qu'un simple jeu. La première pierre du futur stade olympique de Diamniadio sera posée dès demain par Monsieur le Président de la République. Le maître d'œuvre
de la cérémonie. C'est en l'occurrence la SOGIP, Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. Et c'est en parfaite synergie avec le ministère des Sports. Le grand stade devrait être réceptionné dans 17-18 mois. Sophie Abba. Le stade du Sénégal sera érigé à Diamniadio, à quelques enclavures de Dakar Arena. L'infrastructure sera ultra-moderne, conformément aux exigences du président Macky Sall. C'est un stade, disons, de dernière génération. Le président, je pense qu'il a eu l'inspiration lorsqu'il était allé suivre le match Sénégal-Pologne en Russie, à la Coupe du Monde. Il a vu un stade de dernière génération en Russie et il s'est dit qu'il allait effectivement faire la même chose au Sénégal. C'est un stade de 50 000 places, avec toutes les communautés, disons, requises par la FIFA. En plus du stade, disons, de Diamniadio, il est prévu la construction de 2 terrains d'entraînement, dont l'un est doté d'une tribune de 2000 places et d'une piste d'athlétisme. Disons, sans compter l'autonomisation en eau et en électricité, qui vont permettre au stade, disons, d'être fonctionnel à tout temps. Les travaux dureront 17 mois. Le bijou sera livré bien avant les JOJ. Une importante main-d'œuvre sera utilisée à cet effet. Avant les Jeux Olympiques, le Sénégal sera en mesure de les organiser convenablement avec un stade digne de ce nom qui sera prêt et fonctionnel. Nous attendons au moins, disons, plus de 2500 travailleurs qui vont s'activer au niveau de ce chantier. Il y aura des Sénégalais, bien évidemment, il y aura également des entreprises, il y aura également des Turcs qui vont, disons, travailler sur le chantier, comme on a eu à le faire au niveau de Dakar Arena et des autres infrastructures confiées à la SOGIP. Répondant aux normes exigées par la FIFA, ce stade de nouvelle génération se classera parmi les stades les plus performants du continent. C'est à l'approche du combat que le combattant ou le samouraï acquiert la sérénité. C'est ce que nous avait enseigné Confucius. Les phares de la soirée, ça sera Keno Askanui avec Ladj Malik Sissé, belle ligne de Pape Alioune Sarr, Ndiachar avec Lala Alexandre Ndiaye. Entretien exclusif ce soir avec Maître Ousmane Gom réalisé par Alassane Samba Diop et Babacar Ndaoufei. Merci et bonsoir.